Bienvenue dans cette présentation dans laquelle nous allons aborder le thème de la stratégie de localisation des entreprises industrielles. Cette présentation est réalisée par GB Services, société spécialisée dans le conseil de localisation aux particuliers et aux entreprises. Les informations et les cartes présentées ont pour but de répondre aux questions concrètes suivantes. Où implanter sa nouvelle usine, et plus précisément en France? Quels sont les facteurs de localisation à considérer? Comment choisir le lieu d'implantation de son local industriel? Quelle est la zone d'activité la mieux adaptée pour mon activité industrielle? Comment faire de ma localisation un atout? Quelle région en France paraît la plus à même d'accueillir mon projet? Premier point. Quels sont les objectifs d'une bonne localisation? La priorité est d'assurer la production de manière continue en minimisant les risques d'arrêt et de dégradation de l'outil de production, pour pouvoir satisfaire au mieux ses clients et monter en chiffre d'affaires. Il s'agit aussi d'être visible par ses clients et par les futurs clients qui s'ignorent. Tous les emplacements n'offrent pas les mêmes avantages et ne dégagent pas la même impression. Votre localisation doit rendre vos clients satisfaits et doit faire partie de la solution que vous proposez, plutôt que d'être une source intarissable de problèmes en tout genre. Le but est bien entendu de minimiser les coûts, les déménagements et d'augmenter le bien-être de tous les collaborateurs. Deuxième point. Quels sont les thèmes qui ne seront pas abordés dans cette présentation? Les cas spécifiques concernant uniquement une localisation de commerce, de bureaux, de très petites entreprises, des industries d'extraction de matières premières, des services de recherche et développement. La dimension administrative concernant l'acquisition d'un bien, cela est le domaine des agents immobiliers ou des agences de développement communal. Les stratégies d'optimisation fiscale, qui sont le domaine des comptables. La faisabilité et les différentes procédures d'implantation dans un pays étranger, ceci doit être fait par un agent spécialisé connaissant bien le pays en question. La dimension technique des bâtiments, domaine réservé aux constructeurs et aux maçons. Et enfin les stratégies de gestion immobilière telles que le choix entre la location et l'achat ou le financement. Domaine étant la spécialité des comptables et des conseillers en gestion. Troisième point. Voyons ensemble les raisons pour lesquelles vous pouvez être amené à devoir créer un nouveau local industriel. Vous souhaitez déménager dans un endroit plus grand, plus moderne, plus accessible ou plus adapté à votre activité. Vous souhaitez réduire vos coûts en bénéficiant notamment d'une main-d'œuvre moins chère. Vous souhaitez obtenir des avantages stratégiques tels que avoir accès à une technologie, à des infrastructures, à une meilleure protection de la propriété intellectuelle, etc. Vous souhaitez conquérir un nouveau marché ou accéder à un marché contrôlé, ce qui nécessite d'avoir une présence sur place. Vous souhaitez vous rapprocher de vos clients et aussi de vos fournisseurs. Nous ne traiterons ici que du cas où vous souhaitez atteindre ces objectifs en achetant ou en faisant construire sur un nouveau site. Les cas de location, de co-entreprise ou d'accords commerciaux sont exclus. Quatrième point. Pourquoi est-ce que la localisation d'un site industriel est importante et doit être mûrement réfléchie? Contrairement à une banque ou à un commerce, l'usine a besoin d'être idéalement située entre ses fournisseurs et ses clients pour minimiser les coûts de transport liés au flux de matière. De plus, elle se compose de machines pesant la plupart du temps plusieurs tonnes et sont donc très coûteuses à déplacer. Les locaux sont aussi personnalisés selon le type de production. Et contrairement à des bureaux, on ne peut pas forcément changer l'aménagement. Chaque déménagement coûte plusieurs milliers d'euros par poste de travail, plus le démontage et remontage des machines, l'organisation à effectuer, les ressources exceptionnelles à mobiliser et bien d'autres actions à prévoir. Cela implique qu'une usine n'est que très difficilement déménageable. Une fois implantée, elle doit rester au même endroit et produire pendant des décennies pour être rentable. Certains secteurs industriels n'ont que très peu de choix quant à leur localisation. Les industries alimentaires se trouvant près des agriculteurs et des éleveurs, les raffineries près des sites d'extraction ou des terminaux pétroliers, les usines de production de béton ou de bitume près des chantiers, etc. Vous avez vous aussi vos propres contraintes de secteur. En plus, un site est soumis aux mêmes aléas que n'importe quelle maison ou immeuble.
comme les risques naturels et technologiques, qui peuvent représenter une grave menace pour la pérennité du site. Vous avez donc un intérêt à trouver la localisation idéale pour votre prochain site industriel. Quatrième point. Pourquoi s'installer dans une zone d'activité? Pour trouver un nouveau site, nous nous limiterons aux zones d'activité, abrégées en ZA. Il en existe environ 30 000 en France, de toutes sortes et de toutes surfaces, mais le concept est aussi présent à l'étranger. Pourquoi ne pas considérer toute adresse possible et se limiter au seul ZA? Car l'offre de choix est suffisante en France. Le territoire est divisé en zones et les élus veulent d'abord remplir une zone avant de devoir en ouvrir une autre, ceci pour des raisons de cohérence territoriale. Par conséquent, vous ne pourrez pas vous implanter partout. Cela permet de regrouper les nuisances et donc de réduire les conflits de voisinage, le voisin étant par ailleurs conscient d'habiter à proximité d'une zone industrielle génératrice de désagréments. Les ZA possèdent souvent de bonnes infrastructures et permettent la mutualisation de plusieurs services tels que la restauration, les parkings, la sécurité, les crèches, la collecte des déchets. Les ZA spécialisés offrent une visibilité à leurs occupants. L'accessibilité routière est souvent bonne. Ce modèle de regroupement est une forme d'avenir, due à la très probable montée de l'insécurité et de la dégradation des infrastructures, ce qui pénalisera beaucoup de sites isolés. En plus de ces avantages, le concept de ZA nous facilite l'analyse et la recherche en limitant le nombre de zones à analyser. Selon où vous vous trouvez, il n'y a que quelques dizaines de grandes ZA par département. Bien sûr, il est possible de construire en dehors de ces ZA, mais cela est en général réservé aux grands sites. Cette introduction est maintenant terminée et nous allons pouvoir passer à la méthodologie à adopter pour trouver la localisation idéale de son site. Il y a 5 étapes à suivre. Voici un schéma de la méthodologie utilisée. Vous devez d'abord définir les besoins et les contraintes à considérer pour l'implantation du nouveau site. Ensuite, vous choisirez le pays, puis la région au sens large, puis la zone d'activité. Et vous pourrez ensuite évaluer la qualité de la localisation de cette zone grâce aux différents critères. Si l'étude ne s'avère pas satisfaisante, alors le processus recommence à la première étape, et ce jusqu'à ce que vous puissiez, on l'espère, trouver le site idéal. Passons en revue les différentes étapes. La première étape consiste à définir précisément ce dont vous avez besoin pour votre nouveau site. Combien de surfaces d'usines, de bureaux, d'entrepôts, de centres de recherche ou autres. Combien de sites sont à implanter et quelles sont les relations entre eux. Sous quel délai pouvez-vous vous permettre d'attendre pour avoir le temps de bien évaluer votre localisation? Quelles sont les contraintes de site à considérer, telles que les normes à respecter, les exigences clients? On ne parle pas ici des contraintes géographiques. La deuxième étape consiste à choisir un ou des pays. Vous avez très probablement une idée de quels pays seront ou sera le ou les plus adaptés pour accueillir votre nouveau site. Si vous n'avez pas de pays précis en tête, passez à l'étape 5. La troisième étape consiste à choisir la région. La définition de la région est variable et peut être une partie d'un pays, un département, les environs d'une ville ou autre. Si vous n'avez pas de région précise en tête, passez à l'étape 5. La quatrième étape consiste à choisir la zone d'activité au sein de la région. Si vous n'avez pas de zone d'activité précise en tête, passez à l'étape 5. La cinquième étape consiste à évaluer la localisation candidate. Cela vous aidera à déterminer si des éléments viennent remettre en question le choix. Si la localisation candidate est satisfaisante, alors le processus s'arrête ici. Si elle n'est pas satisfaisante ou que vous n'avez pas choisi de pays, de région ou de zone d'activité, alors vous pouvez passer en revue les critères pour obtenir des suggestions que vous pourrez ensuite évaluer plus précisément en recommençant à l'étape 1. Nous allons maintenant passer à la présentation des critères de localisation qui seront accompagnés de cartes de France. Les critères s'appliquent selon différentes échelles. Certains concernent l'échelle nationale et d'autres l'échelle locale. Voilà, donc l'étape d'introduction et de présentation de la méthodologie étant faite, nous allons pouvoir passer à la revue des cartes et des critères.
Alors tout d'abord, je vous présente le territoire que nous allons principalement étudier, c'est la France, qui est composé d'une centaine de départements qui ont à peu près tous la même taille, ce qui va faciliter la comparaison entre eux si on prend cette échelle-là. Voici une carte de la densité en France. Donc les points, on les connaît tous. Et voici une carte des zones d'emploi. Alors la zone d'emploi est une échelle très intéressante puisqu'on va pouvoir comparer des zones qui sont humainement compréhensibles. C'est-à-dire que quand vous cherchez à vous implanter dans une région précise, l'échelle du département est trop grande. Parce que vous ne pouvez pas parcourir tous les jours, par exemple, en voiture, un département d'un bout à l'autre. Et au contraire, l'échelle de la commune, ou même de l'intercommunalité, est trop petite. Donc cette échelle de la zone d'emploi, du bassin d'emploi, est assez pratique en fait pour faire une shortlist des zones que vous voulez étudier ou dans lesquelles vous souhaitez vous implanter en priorité. Donc j'ai regroupé les critères en 20 catégories pour faciliter leur analyse. Et l'idée c'est quoi? C'est que je vais présenter des cartes qui vont vous servir, par exemple si vous voulez implanter un site en France mais que vous ne savez pas précisément où, eh bien ces cartes vont vous aider à choisir une zone, une région à peu près privilégiée, on va dire. Et deuxième intérêt, les cartes vont illustrer des critères, en tout cas certains critères que je vais énumérer et que je vais expliquer. Et là, l'intérêt, ça va être de pouvoir faire un test d'une localisation que vous avez en tête. Donc par exemple, si vous voulez vous installer, je sais pas moi, à Saint-Nazaire, eh bien, en étudiant chaque critère que je vais énoncer, vous allez en fait vérifier que tout est bien prévu au niveau des risques et que vous n'avez rien laissé de côté. Donc il y a un intérêt de checklist, d'inventaire à faire avec cette liste de critères. Alors premier groupe de critères, la compatibilité. C'est-à-dire par rapport à votre spécificité d'industrie, à votre savoir-faire, à votre domaine, à votre filière, quelle est votre identité et comment est-ce que vous allez vous intégrer à l'endroit où vous êtes, comment est-ce que vos contraintes vont pouvoir être satisfaites par rapport à l'endroit que vous avez choisi. Alors voici une carte des routes de France que je vais garder pendant un petit bout de temps pour vous parler des premiers critères. Alors le premier critère à considérer, c'est la proximité des fournisseurs. Où sont situés vos fournisseurs? Évidemment, plus ils sont loin, plus le coût de transport va augmenter et moins vous aurez de réactivité en cas d'urgence. Donc l'idéal, c'est de positionner sur une carte vos différents fournisseurs avec le tonnage ou le volume correspondant à chacun et de voir où serait à peu près un centre dans lequel vous seriez à même de pouvoir tout recevoir le moins cher possible, de éventuellement faire des tournées d'enlèvement par un camion pour que ça vous coûte le moins cher possible. Deuxième critère, la proximité des clients. Et là, on pense aux points de livraison. Donc, combien de points de livraison vous avez? Où est-ce qu'ils sont? Quel est le temps de transport pour y arriver? Là, c'est pareil. Plus vous êtes proche, plus vous allez économiser et plus vous allez pouvoir réagir vite en cas d'urgence. Et une fois que vous aurez mappé tous vos points d'enlèvement et tous vos points de livraison, avec les volumes, ça va vous donner à peu près une idée de où vous devriez être pour que tout ça vous coûte le moins cher possible. Le troisième critère, c'est la proximité des prestataires. Donc de qui, de quoi vous avez besoin pour assurer votre activité. Alors là, je pense à des services comme l'informatique, des sous-traitants informatiques. Je pense à l'entretien, tout simplement, le ménage. Je pense aux banques. Je pense à tous les prestataires logistiques, de transport, de stockage. Si le dépôt est loin, eh bien, il va vous facturer à chaque fois le trajet entre son dépôt et votre dépôt. Si vous êtes une industrie
qui fait appel à la sous-traitance pour sa production. Peut-être que vous avez besoin de découpe, de peinture, d'assembleur, enfin tout un tas de petits artisans et de petits sous-traitants qui souvent sont regroupés dans une sorte de tissu industriel. Et ce tissu industriel, il peut être là ou pas là, ou il peut être là mais pas correspondre exactement à ce dont vous avez besoin. Quatrième critère, la facilité des recrutements. Alors quand vous allez vous implanter, vous allez devoir évidemment faire des recrutements. Dans le cas où c'est pas tout un site qui est muté, donc dans le cas d'une ouverture, peut-être qu'il va y avoir 10-20% de mutation et le reste ça va être des recrutements sur place. Alors comment est-ce que vous allez faire pour trouver les gens qui vont travailler chez vous? Eh bien vous allez devoir analyser le marché de l'emploi et l'offre qu'il y a à l'endroit où vous voulez aller. Alors il faut regarder la taille et l'orientation sectorielle du bassin d'emploi. Si vous allez être en compétition éventuellement avec d'autres recruteurs qui sont dans le même domaine que vous et qui sont éventuellement plus peut-être prestigieux ou plus attirants pour les candidats que vous. Ce qui vous évitera d'avoir un turnover et ce qui vous permettra de fidéliser la main-d'œuvre. Vous allez regarder la qualification, les formations et les compétences disponibles. Vous pouvez regarder aussi le salaire moyen, si une hausse est probable. Dans ce salaire moyen, il faut faire attention parce que parfois on n'intègre pas les charges patronales, les avantages en nature, le logement, les indemnités. Donc tout ça, c'est une myriade d'éléments à considérer, notamment si vous voulez aller dans un autre pays. Quel est le coût de recrutement et d'emploi? Est-ce que c'est un bassin en revitalisation? Est-ce que vous pouvez débaucher des salariés expérimentés? Est-ce que c'est facile de faire muter les gens dans cette zone? Donc en général, si la qualité de vie est au rendez-vous, ça sera plus facile. Est-ce que la main-d'œuvre est disponible rapidement? Est-ce qu'il y a des écoles, des universités qui pourraient être la source de stagiaires, d'alternants? Quelle est la réputation de la zone? Donc là, je pense en particulier aux zones qui ont un taux de chômage assez élevé et qui reste élevé quoi qu'il arrive. Peut-être qu'il y a des raisons pour lesquelles il y a un taux de chômage élevé. Regardez la stabilité de l'emploi. Essayez aussi de vous renseigner par rapport à l'absentéisme local, régional, si c'est plutôt une région qui a une tradition syndicale, quelles sont les tendances politiques, quelles sont les exigences. Et enfin, au niveau de la qualité de vie, plus la qualité de vie va être importante et plus vous aurez de facilité pour faire venir des candidats sans devoir leur payer 2 fois le salaire normal. Donc pour ça, regardez le climat, les paysages, les activités qu'il y a à faire, les infrastructures de santé, l'éducation, la sécurité, les logements, l'offre de culture, les loisirs disponibles, la pollution de l'endroit et la facilité d'intégration. Donc j'ai mis quelques cartes qui pourraient vous intéresser si vous souhaitez trouver un site en France. Donc là on voit les zones d'emploi avec leur spécialisation. Et nous ce qui nous intéresse c'est les zones qui sont violettes où il y a une surreprésentation de cadres. Donc ça correspond principalement aux grandes agglomérations. Et les zones oranges qui correspondent à des spécialisations industrielles. Donc là on voit qu'en fait l'industrie en France, alors il y en a partout, on est d'accord. Les usines, il y en a dans le sud, est, ouest, il y en a partout. Mais là où elles se concentrent le plus, c'est quand même dans la zone de la moitié nord, en particulier dans l'ouest parisien, dans le nord, dans le Pas-de-Calais, et dans l'est. Et aussi dans la région lyonnaise. Donc évidemment, quand vous allez ouvrir un site dans un endroit qui a une tradition industrielle, ça sera beaucoup plus facile pour vous de recruter. Et c'est un lieu qui est habitué à avoir une tradition d'industrie. Deuxième carte, le nombre d'emplois par zone d'emploi. Plus la zone a des emplois industriels et plus vous allez pouvoir recruter facilement. Donc on voit que là, il y a une zone centrale et sud, à part Toulouse, qui est un peu pauvre en emploi industriel.
Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous trouverez personne, mais ça sera probablement plus compliqué. Voici le taux d'activité des 15-64 ans. Donc plus la zone d'emploi est enfoncée et plus les gens sont occupés. Voici le revenu médian. Donc là, c'est un indicatif du niveau de salaire qui est à prévoir si vous voulez vous implanter dans les zones. Donc sans surprise encore une fois, plus la zone est urbanisée, plus il y a des villes et plus les salaires sont hauts. Exception notable du nord et de la région centrale-sud. La carte du niveau de vie en France, ça c'est un classement sur des critères qui sont subjectifs, mais bon, ça ne veut pas dire que si vous vivez dans un département, dans une zone d'emploi orange, vous allez avoir une vie misérable, mais bon, les critères sont quand même pas mal, donc on voit que la qualité de vie est quand même importante dans le tiers ouest, autour de la région parisienne, autour d'une grande partie de la région lyonnaise, en Alsace et aussi dans le sud-ouest. Voici la densité de médecins généralistes. Donc là, c'est pour vous faire rappeler de regarder évidemment les infrastructures de santé, puisque la première chose que les gens regardent avant de déménager dans un endroit, c'est est-ce qu'il y a un hôpital, est-ce que c'est facile d'accès, est-ce que je pourrais trouver un dentiste. Donc là, on a une zone sud qui est un peu plus peuplée en médecins. Mais bon, après, il y en a partout, c'est pareil. Mais voilà. Ça, c'est plus du niveau local, au niveau de la zone d'emploi, qu'il faudra regarder. 5e critère de compatibilité, l'acceptation publique locale. Donc là, c'est en particulier si votre industrie est polluante ou si elle n'est pas très bien vue éthiquement. Comment vont réagir les gens qui habitent autour de la parcelle que vous voulez acquérir, puisque avant de faire un projet, avant de construire, vous allez devoir évidemment demander l'autorisation de la mairie, après il va y avoir une enquête publique avec des panneaux, et si vous voulez implanter un incinérateur juste à côté d'une résidence pavillonnaire, si tant est que le maire ait accepté ça, eh bien vous allez avoir une opposition féroce de la part des voisins. Donc, essayez de vérifier le sentiment général d'acceptation et la possibilité d'intégration dans le lieu par tous les acteurs et interlocuteurs possibles. Donc, si vous émettez des nuisances sonores ou olfactives, ça va être compliqué. Si vous livrez tôt le matin, très fréquemment, avec un camion qui ouvre ses portes, qui claque son transpalette, ça va être compliqué avec les voisins. Essayez aussi d'anticiper la future évolution de l'opinion. Par exemple, en ce moment en Chine, on commence à vouloir éloigner les industries polluantes des endroits où elles étaient jusqu'alors implantées, parce qu'il y a trop de conséquences négatives, et du coup même les Chinois commencent à les mettre un peu de côté, Donc là j'ai mis quelques exemples de projets qui ont été contestés par les habitants. Donc il peut y avoir des recours judiciaires. Bon, après en général ça se finit pas en état de siège devant votre QG, mais il peut y avoir une opposition qui va vous faire perdre du temps. Et là, du coup, il y a des solutions, des compromis à trouver. Il va falloir rassurer la population par rapport à votre capacité à limiter les nuisances. Peut-être faire visiter d'autres sites que vous avez, dont vous êtes propriétaire et qui marchent bien pour rassurer des représentants d'associations ou les élus. Ça n'est pas parce que vous allez apporter des emplois que vous allez être vu comme le Messie. Mais ça, encore une fois, ça concerne que les entreprises assez polluantes. Bon, même si on a un exemple ici avec Amazon qui avait eu des difficultés à s'implanter. Autre critère, les marchés desservis. Est-ce que cette localisation va vous permettre d'accéder à un nouveau marché ? Quel est le lien avec votre marché actuel ? Est-ce que localement, il y a des clients qui peuvent être importants ? Est-ce qu'il y a un potentiel de croissance ? Quelles sont les opportunités de nouvelles activités, par exemple, de financement, de partenariat ? Et est-ce qu'il y a un risque de ne plus pouvoir satisfaire la demande ? Par exemple, si votre client vous demande un jour des délais plus courts ou une réactivité plus grande. Donc là, on parle de la France, mais la France est intégrée
dans un réseau européen, même international, hein. Maintenant, les entreprises sont en concurrence avec toutes les entreprises de la Terre, dans leur domaine, hein, si leurs produits s'y prêtent. Et donc un marché franco-français pur, ça existe que très rarement. En général, votre marché est au moins européen et international. Donc là, on voit en Europe où est l'industrie. Donc à gauche, on a la part du PIB qui est industriel et à droite, la part des emplois industriels. Donc on voit que en fait, c'est la zone centrale principalement qui va du sud de l'Allemagne au nord de l'Italie jusqu'aux pays de l'Est et en débordant un peu sur la France, qui est la plus industrielle. Donc héritage évidemment d'un savoir-faire et aussi d'une localisation opportune, puisque quand on est au milieu, on dessert plus facilement tout le reste. Ça limite les coûts de transport. Donc cette carte pour vous montrer que probablement vos potentiels futurs clients se trouvent dans cette zone centrale, bien que ce ne soit pas une règle générale. Autre critère, l'image de marque. Est-ce que l'endroit où vous êtes va vous servir et va être un atout pour votre business? Donc un niveau de prestige, un niveau de visibilité et un niveau de crédibilité. Donc là, ça dépend énormément de votre activité. Par exemple, si vous faites de la plasturgie et que vous êtes dans l'Ain, eh bien tout de suite c'est crédible. Après, si vous êtes situé dans le Finistère, peut-être que les gens n'ont pas l'habitude d'avoir des fournisseurs de plastique dans le Finistère. Mais si vous êtes dans l'alimentaire, alors là, en Bretagne, au contraire, c'est un atout. Parce que les gens associent des régions, objectivement, à des spécialités. Et c'est vrai que quand on sait qu'une région est spécialisée, on se dit, il y a un savoir-faire qui est meilleur, il y a de l'emploi qui est plus spécialisé. Donc je peux peut-être faire plus confiance à cette entreprise-là. Et au niveau de la visibilité, si vous êtes situé dans une zone industrielle à proximité d'une grande ville, le long d'un grand axe, tout de suite vous allez être plus visible que si vous êtes situé dans une vallée, dans les montagnes. Autre critère, les normes. Alors, par rapport à votre activité, quelles sont les normes que vous devez respecter, qui vous contraignent? Donc là, je pense aux installations classées pour la protection de l'environnement, qui ont des contraintes fortes en matière de rejet ou de risques technologiques. Je pense à toutes les normes de nuisance, puisque maintenant on ne peut pas installer des usines polluantes partout, heureusement. Et donc il y a des contrôles, il y a des normes que vous devrez respecter, ça va entraîner des coûts supplémentaires. Et donc là, notamment si vous voulez changer de pays, quelles sont les normes qui s'appliquent? Et si vous polluez trop, peut-être que vous allez être forcé de délocaliser en premier. Regardez aussi les normes plus communes, comme l'accessibilité poids lourd ou l'accueil du public. Autre critère, la langue parlée. Donc à l'international, regardez si les pays, si les habitants en général maîtrisent l'anglais. Donc là j'ai mis une carte de la maîtrise de l'anglais, ce qui va évidemment faciliter votre communication et vos échanges. Autre critère, l'intégration dans un réseau. Est-ce que dans l'endroit que vous allez choisir, vous allez pouvoir être en relation avec des centres de recherche, avec des écoles, avec des clusters spécifiques qui vont vous permettre d'avoir accès à une ressource humaine d'étudiants, de stagiaires et peut-être de futurs collaborateurs? Quelle est la filière locale? Quels sont les pôles de compétitivité locaux? Quels sont les réseaux d'entreprises? Quels sont les partenaires d'innovation que vous allez pouvoir trouver? Donc les laboratoires de recherche publics, les sièges et les laboratoires industriels, les incubateurs technologiques qui sont adossés ou non à une université et d'autres entreprises qui ont une haute valeur ajoutée. Donc là, je vous ai mis une carte des pôles de compétitivité, non pas pour vous les apprendre, parce que je pense que vous connaissez dans votre filière où sont les concentrations d'entreprises, mais pour vous montrer qu'en fait, c'est une sorte de règle économique et de tendance économique
que les entreprises du même secteur se regroupent dans ce qu'on appelle ici des pôles, pour des soucis d'image, mais aussi de mutualisation. Donc quand vous avez, 10 entreprises qui font de la soudure dans le même coin, elles vont pouvoir faire appel à un prestataire, à un sous-traitant très spécialisé dans un type d'opération, et ce sous-traitant très spécialisé ne pourrait pas survivre économiquement s'il y avait par exemple que 2 entreprises de soudure, de métallurgie. La concentration d'entreprises d'une même filière permet la création de tout un tissu industriel, amont et aval, très spécialisé et qui fait gagner en compétitivité l'ensemble. Et donc dans cette mondialisation dans laquelle nous sommes, un avantage énorme de pouvoir faire émerger comme ça des sous-traitants ou d'être en partenariat avec des universités locales pour que tout le monde puisse profiter des innovations, tout le monde puisse tester des innovations et mettre en commun des services. Ça permet de plus efficacement prendre des parts de marché face à d'autres entreprises internationales. Et même à l'étranger, c'est commun de voir des clusters spécialisés, les hautes technologies ici, le textile là-haut, l'industrie chimique ici. Il y a quand même une tendance à la concentration. Donc si vous faites le choix d'être tout seul dans votre coin, ça peut aussi marcher, mais vous allez peut-être louper en opportunité. Autre critère, la disponibilité foncière. Donc, quelles sont les surfaces disponibles dans la zone que vous recherchez? Quels sont les coûts? Donc les coûts, c'est pas compliqué, plus vous allez être proche d'une ville attractive, d'une grande ville, et plus ça va être cher. Quels sont les délais pour accéder au terrain? Et est-ce que le projet peut être accueilli par les autorités et être dans les clous du PLU? Alors tout d'abord, une carte pour le prix des terrains. Donc ça, à peu près tout le monde voit ce qu'il en est. Encore une carte, cette fois triée par département. Donc on a la zone centrale et la zone nord-est, sauf l'Alsace, qui sont les moins chères. Et là, je vous ai mis un extrait du PLU de Nantes. Donc, il dit que pour la zone industrielle, la zone UE, par exemple, pour la sous-catégorie UEM, que cette zone permet l'installation d'activités susceptibles de générer des risques ou des nuisances. Donc, ils ont créé une zone spéciale, en gros, pour toutes les entreprises qui polluent beaucoup, qui génèrent des nuisances. Donc, c'est pour ça que vous n'allez pas pouvoir vous installer partout, et qu'en fait, en général, les villes prévoient des zones comme ça, spécifiques pour chaque activité commerciale, artisanale, industrielle, chimique, logistique, etc., pour créer des ensembles cohérents. Donc ça facilite la gestion pour eux, ça facilite la visibilité. Voilà, donc en regroupant, on structure. Autre critère, l'automatisation de la production. Donc l'automatisation des lignes d'industrie est de plus en plus fréquente et de plus en plus obligatoire pour pouvoir lutter contre la concurrence internationale qui, elle, s'automatise. Et dans ce cadre-là, il y a des besoins en bâtiment qui sont assez hauts. Donc là, je vous ai mis un exemple d'une plateforme dans Lyon. Vous voyez que les bâtiments qui sont automatisés, celui qui est en haut à droite, en fait, sont très hauts. Ils font souvent plusieurs dizaines de mètres pour que l'automatisation soit vraiment rentable. Or, il y a des sites où vous êtes implanté, peut-être qui n'autorisent pas la construction de bâtiments aussi hauts. Et je pense notamment à tous les sites qui sont près des aéroports. Donc à considérer dans le choix de l'emplacement, est-ce qu'il y a une possibilité de monter assez haut en termes de hauteur de bâtiment pour pouvoir accueillir une automatisation. Autre critère, l'acceptation par les salariés. Donc, par rapport au nouveau site que vous allez faire, et surtout dans les cas où c'est un déménagement qui se fait à 10, 20, 30, 40 km, est-ce que les salariés vont accepter le nouveau temps de trajet? Comment ça va se passer pour le déménagement, leur déménagement personnel? Comment leur conjoint va être classé?
s'il doit être classé. Est-ce qu'il y aura une résistance de la part des employés, notamment si jamais le lieu n'a pas bonne réputation? Quelles sont les possibilités de crèche, de garderie, les médecins, etc. Est-ce qu'ils vont pouvoir s'intégrer facilement? Et aussi penser que les problèmes de la vie locale que vous allez rencontrer dans l'endroit où vous allez vous installer vont automatiquement se diffuser dans les bureaux, dans les ateliers. On a beau dire qu'il faut séparer le privé et le professionnel, s'il se passe un fait divers ou de l'agitation à un niveau local, eh bien les gens vont en parler. Ça va les stresser, ça va les tourmenter, donc il y aura forcément un impact. Donc c'est pour ça, pensez au niveau des zones où vous vous implantez, quelle est la réputation, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous faire regretter de vous être installé. Autre critère, le coût de transfert. Donc combien ça va vous coûter de déménager vos bureaux, vos machines, votre stock, de suivre le chantier à l'endroit où vous voulez vous installer, si c'est un déménagement. Quelle va être la qualité et le coût du produit qui va être sorti? Donc là, c'est une question un peu générale. On sort de l'analyse micro de chaque critère et on se dit, voilà, en gros, est-ce que le site qu'on va mettre en place va être capable de me sortir des produits à la qualité et au coût que l'on prévoit? Donc se poser des questions générales comme ça permet d'essayer peut-être de trouver des petites choses auxquelles on n'aurait pas pensé en faisant une analyse qui serait trop segmentée. Donc ne pas hésiter à se poser des questions générales comme ça, et aussi du type est-ce qu'on va pouvoir contrôler l'activité? Quelle va être notre relation à ce site-là? Est-ce qu'on en fait un site vraiment une filiale, ou est-ce que c'est un site indépendant qui a pour objectif de prendre de la grandeur? Quelle va être notre facilité de communication? Et comment est-ce qu'on va arriver à collaborer ensemble? Deuxième groupe de critères, l'économie. L'état de l'économie locale va vous influencer aussi indirectement, puisque si jamais vous vous installez dans un endroit qui est un peu sinistré économiquement, est-ce que les élus locaux ne vont pas avoir tendance à vous taxer davantage pour compenser les pertes qu'ils ont? Et de manière générale, si jamais l'économie vacille dans l'endroit où vous êtes, vous allez perdre votre réseau de sous-traitants, vos intermédiaires, etc. Donc ça va être plus compliqué de survivre dans ces cas-là. Donc regardez l'état de richesse global. Là, on voit le PIB par habitant, par département. Regardez aussi par exemple les exportations. Donc en France, on a une grande zone exportatrice qui est la région parisienne, plus Toulouse, plus la région lyonnaise, plus l'Alsace et le Nord, en gros. Donc les autres exportent aussi, mais dans une moindre mesure. Là, on voit le PIB par région, par habitant, en Europe. Donc sans surprise, les zones les plus riches sont du nord de l'Italie jusqu'à la Suède, plus une partie du Royaume-Uni, plus l'Île-de-France, et plus certaines autres petites régions. Au niveau de la France, on voit le taux de chômage. Donc plus une région a un taux de chômage élevé, et plus les gens traînent sans rien faire, et plus il y a des prestations à payer, etc. Et moins ça rapporte aux collectivités. Donc pareil, est-ce que les collectivités vont pas avoir tendance à vouloir vous surtaxer? Là, on voit par pays dans le monde le nombre d'heures de travail par employé par an, en moyenne. Donc avec sans surprise, les pays asiatiques qui travaillent en général plus de 2000 heures par an, contre environ 1500, 1700 heures par an en moyenne en Europe. Et là, vous voyez les investissements directs à l'étranger. Donc c'est intéressant de savoir où est-ce que les autres entreprises investissent, dans quel pays. Donc plus le pays est gros sur l'image, et plus il reçoit d'investissements. Donc voilà des marqueurs à peu près généraux que vous pouvez utiliser pour l'économie. Il faut aussi penser à la monnaie qui est utilisée, notamment au risque de change. Est-ce que le taux de change va peut-être vous pénaliser par rapport à vos échanges ou aux ventes
à réaliser ou aux achats? Quelle est la qualité du système bancaire? Et est-ce qu'il y a un risque de dévaluation? Autre aspect économique à regarder, les financements locaux. Est-ce que vous allez pouvoir emprunter facilement et quels sont les taux d'intérêt? Troisième catégorie de critères, la gestion. Donc c'est tout ce qui a trait au monde public. Comment est-ce que le monde public gère le territoire dont il a la responsabilité? Là, on voit une carte mondiale de la facilité de faire des affaires dans chaque pays. Bon, c'est un classement, voilà, sur des critères qui donnent à peu près des idées. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire dans les pays mal notés, mais en général, ça a l'air quand même d'être plutôt vrai. Donc, regardez l'attitude des autorités. Au niveau des mairies, des préfectures, des conseils départementaux, des intercommunalités, des CCI, des associations locales, notamment celles de votre filière. Comment est-ce que ces gens se comportent? Comment est-ce qu'ils sont? Comment est-ce qu'ils voient les investisseurs? Comment est-ce qu'ils traitent les entreprises sur place? Voilà, essayez de prendre un peu la température du milieu administratif. Regardez l'efficacité, regardez la corruption s'il y en a, regardez la réputation. Est-ce que vous allez pouvoir obtenir facilement votre permis de construire? Est-ce qu'il y a un risque de nationalisation? Est-ce qu'il y a un risque de contrôle de l'économie? Est-ce que d'un seul coup, l'État ne va pas vous obliger à faire telle ou telle chose, à suivre telle ou telle directive, et qui va évidemment vous pénaliser? Est-ce que vous allez manquer de protection? Quel est le niveau des services publics? Et quelle est l'attitude des tribunaux de l'endroit, notamment les tribunaux de commerce et de droit du travail, puisque si vous avez une affaire en justice, elle est traitée par le tribunal le plus compétent, le plus proche. Donc évidemment, l'endroit où vous êtes va conditionner quel tribunal va être porteur de votre affaire. Là, on voit une carte des États les plus les plus fragiles. Donc c'est basé sur une myriade de critères. En gros, c'est la résilience, la résistance au choc, aux catastrophes. Et la France est en vert foncé, elle n'est pas en bleu foncé. Regardez aussi les incitations fiscales et économiques. Donc s'il y a des zones spéciales d'activité dans lesquelles vous pouvez vous implanter, et s'il y a des aides éventuellement à l'installation. Regardez aussi l'état politique général de l'endroit. Est-ce qu'il y a une instabilité gouvernementale, légale et fiscale? Est-ce que les règlements changent tous les 5 ans en fonction de qui est au pouvoir? Et regardez les déséquilibres budgétaires. Comment est-ce que l'État gère son argent? Est-ce qu'il s'endette, par exemple, comme c'est le cas de la France, pour payer ses intérêts de dette, donc qui est en situation de surendettement? Et là, je vous ai mis une carte de l'endettement par habitant, par département en France. Et là, on voit aussi un indicateur qui peut refléter le niveau de la situation politique, le nombre moyen annuel de jours de grève pour 1000 employés. Et on voit que, voilà, cocorico. On note quand même qu'il y a très peu de grèves à l'Est. Autre critère, les agences communales de développement économique et les collectivités. Donc là, c'est vos interlocuteurs directs que vous allez avoir quand vous allez vouloir vous implanter sur une commune ou sur une intercommunalité spécifique. Il y aura une agence locale, un communal, chargée de l'économie qui va vous guider pour vous implanter. Donc, regardez son professionnalisme, sa réactivité, son niveau d'accompagnement, et est-ce qu'il y a un guichet unique? Est-ce que vous n'allez pas être trimballé de personne en personne tous les mois? Voilà, donc est-ce que ces gens vont vous aider véritablement à vous installer, ou est-ce qu'au contraire, ça va plutôt être un frein? Quatrième groupe de critères, la démographie. Regardez la typologie de la population locale. Donc c'est un des aspects les plus importants et un des plus simples, qui sont les gens que vous allez rencontrer aux alentours de votre nouvelle localisation, puisque ce seront peut-être vos futurs employés, vos futurs voisins, vos futurs partenaires. Donc voilà, essayez de
vous immerger dans l'endroit et avec votre intuition, simplement, de vous dire, est-ce que j'ai envie de travailler avec ces gens-là? Est-ce qu'avec ces gens-là, on va pouvoir bâtir quelque chose qui va être grand et qui va être formidable, quoi. Donc regardez la santé générale de la population, la pyramide des âges, regardez aussi la propension au conflit social, notamment si jamais les syndicats locaux sont politisés. Voilà, regardez un peu l'aspect général de la population sur plusieurs critères et regardez aussi le niveau de population ou plutôt le niveau de surpopulation. Est-ce que l'endroit où vous êtes n'est pas totalement surpeuplé, ce qui risque de poser un problème, notamment en cas de montée des prix du pétrole, de choc pétrolier, et de problèmes agriculturaux. Voilà, des endroits qui ont été urbanisés en masse depuis que le pétrole est arrivé n'ont pas beaucoup de chances de bien s'en sortir le jour où le pétrole va être beaucoup plus cher. Donc là en France, je pense notamment à la région parisienne et au sud-est, qui ont vu leur population beaucoup augmenter en l'espace d'un siècle, 2 siècles, parfois avec des taux de x5, x10. Voilà, est-ce que ces zones-là sont vraiment résilientes le jour où il y aura un problème ou une catastrophe de n'importe quelle nature en France? Et est-ce que la promiscuité et la densité vont pas faire que les gens vont commencer à vouloir piller tout ce qu'il y a à piller? Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis plusieurs cartes. Alors là, on voit la part des diplômés de l'enseignement supérieur chez les 25-34 ans. Donc on voit que plus les villes sont grandes et plus il y a de diplômés, pas de surprise. On voit la part des cadres et des professions intellectuelles supérieures à la population. Donc même constat. On voit la part des moins de 25 ans en 2040, quels seront les départements qui seront les plus jeunes. Donc en gros la région parisienne, le Nord, la Bretagne et la région lyonnaise. Et là on voit les changements de population. Donc on voit que la côte ouest et sud et la région lyonnaise vont a priori augmenter en population. Et pour se mettre dans une perspective encore plus générale, là on voit l'explosion de la population mondiale entre 1950 et la projetée en 2100. Autre catégorie de critères, le territoire. Donc ça concerne tout l'espace, tout le territoire dans lequel vous allez être implanté, sa résilience, ses caractéristiques. C'est tout ce qui a trait à ce qu'on appelle l'aménagement du territoire. Donc là, je vous mets quelques cartes en guise d'introduction. Vous voyez par exemple les zones de spécialité industrielle en France. Là, vous voyez le niveau de désindustrialisation au fur et à mesure des années. Donc ça montre que les territoires sont de moins en moins industrialisés. Là, on voit la part des établissements dans les secteurs innovants. Donc en 2011, voilà, une innovation concentrée principalement dans les grandes villes et en Île-de-France. Là, on voit en haut 10% des zones d'emploi qui sont les plus industrielles en 2014. Donc concentrées sur la partie Grand Ouest de Paris et la région Alsace et l'Est de la Franche-Comté. Et en dessous, la carte qui montre toutes les pertes d'emplois entre 1975 et 2014, concentrées autour de la région parisienne, dans le Nord et en Lorraine, en Franche-Comté aussi. Voici les plus grandes usines de France, les plus grandes étant les appartenant au secteur automobile, aéronautique ou alors métallurgique. Et là, on voit les territoires en France qui reçoivent le plus d'investissements étrangers, donc principalement les grandes villes, et le Nord. Donc il y a des redites un peu avec les critères précédents, mais voilà, dans chaque catégorie, on retrouve quand même des notions qui sont un peu partagées. Voilà, alors plus spécifiquement, au niveau du territoire, vous allez regarder les réseaux de communication, le téléphone et Internet, en sachant que les câbles de télécommunication, notamment ceux de la fibre optique, empruntent les voies de transport ferroviaires, routières, parfois électriques et parfois les canaux.
Donc ils sont à côté, en dessous, au-dessus, mais ça suit en général les réseaux existants. Donc là on voit la fibre optique en France. Regardez aussi la proximité des déchetteries. Alors, critère à ne pas prendre à la légère, puisque vous allez devoir faire quelque chose de tous vos déchets. Et évidemment, plus la déchetterie va être loin, et plus ça va vous coûter en évacuation. Toujours penser à l'évacuation des déchets, comment faire, à quel prix. Et au niveau du territoire où vous allez être, regardez si vous allez pouvoir mutualiser des services, comme les parkings, les salles de réunion, les crèches, des restaurants, de la sécurité, donc du gardiennage, la collecte des déchets, du stockage ou de l'entretien de l'espace vert. Autre catégorie de critères, les transports. Donc, au niveau du transport routier, en France et dans les pays voisins, voici à quoi ça ressemble. Donc structuré évidemment par les autoroutes. Là on voit les trajets que font les salariés entre leur lieu de travail et leur domicile tous les jours, par région, enfin par zone d'emploi. Alors voici une carte qui fait un peu peur au premier abord, mais qui en fait est très intéressante puisqu'elle vous montre les flux de transport en France. Donc vous avez les flux routiers qui sont en vert, les flux ferroviaires qui sont en bleu, les flux portuaires qui sont les espèces de petits ronds orange, et les flux aéroportuaires, les petits ronds rouges, avec les triangles sur les côtés, notamment pour tout ce qui est mobilité transfrontalière. Donc ce qu'on voit en fait, c'est que la France, elle est structurée avec un axe Paris-Lyon-Marseille, très fort, et d'autres axes comme le Paris sur la façade ouest, notamment vers Nantes, Paris vers le port du Havre, en passant par Rouen, Paris vers le nord, un peu Paris vers l'est, et ensuite on a des corridors, notamment au sud, avec un qui suit la côte d'Azur et après qui va vers Toulouse et Bordeaux, et un autre corridor en Alsace. Alors pourquoi je vous montre ça? Eh bien c'est pour montrer que naturellement, en fait en France il y a des corridors de flux qui se sont créés de par la facilité géologique principalement, et que ce sont des endroits et des zones naturelles d'échange. C'est-à-dire que vous pouvez innover en vous implantant dans un lieu qui est difficilement accessible, mais au regard de l'histoire et du sens de l'économie d'énergie, eh bien c'est beaucoup plus logique de s'implanter dans un lieu qui a toujours vu une circulation se passer et qui est naturellement une zone ou un couloir d'échange. Et pour démontrer ça, je vais faire appel à une carte de la Gaule du 1er et du 3e siècle. C'est très sérieux, puisque vous voyez qu'en fait les flux de l'époque, donc il y a 2000 ans, étaient quasiment les mêmes que maintenant. Donc vous avez la dorsale Paris, Lyon, Marseille, vous avez le Paris vers le nord, le Paris, le Havre, le Paris vers l'ouest, vous avez l'Alsace et vous avez le couloir Côte d'Azur, Toulouse et Bordeaux. Donc en fait en 2000 ans, la structure fondamentale de la circulation routière n'a pas changé. Donc il n'y a aucune raison qu'elle change encore dans les 100 prochaines années. Donc si vous voulez vraiment implanter votre site dans un endroit qui soit ultra résilient par rapport au risque de montée du prix du pétrole par exemple, eh bien privilégiez les endroits qui ont fait leur preuve en termes d'accessibilité au transport. Et restez sur les valeurs sûres qui sont ces couloirs-là, qui sont donc les plaines, qui sont les vallées, tous les endroits qui sont faciles d'accès. Retour au XXIe siècle avec une carte des routes en Europe. Et donc au niveau de l'accessibilité routière, vous allez regarder le fait que les poids lourds et les véhicules légers puissent facilement entrer sur le site. Vous allez regarder les stationnements qui sont autour, ou si vous allez devoir en créer à l'intérieur. La desserte en bus, la possibilité pour les salariés de se rendre sur place facilement, et s'il y a des péages, des taxations, pour les poids lourds notamment, entre vous et vos fournisseurs, entre vous et vos clients.
Regardez la connexion aéroportuaire, donc la proximité des aéroports, les destinations qui sont proposées. Là, vous voyez une carte du trafic de marchandises par aéroport et une carte du trafic de passagers. Et enfin une carte des aéroports principaux en France. Regardez aussi la connexion ferroviaire. Est-ce qu'il y a des gares de voyageurs qui sont proches? Quelle est la desserte proposée? Là, on voit une carte des gares en France. Et regardez aussi la connexion fret. Est-ce qu'il y a des infrastructures de ferroutage multimodal qui sont à proximité? Peut-être que ça pourrait servir, et selon votre activité, ça peut être rentable. Voici le corridor de fret qui traverse la France. Voici la connexion ferroviaire en Europe. Et enfin, regardez la connexion maritime. Est-ce que vous êtes proche, ou en tout cas à quelle distance et à quel prix, des grands ports internationaux et éventuellement des ports fluviaux? Et là, on voit le tonnage des différents ports français. Autre catégorie de critères, la réglementation. Donc tout ce qui concerne les taxes et les impôts. Regardez l'impôt sur les sociétés, les taxes fixes, les charges salariales, les charges patronales, l'imposition sur les dividendes et les cotisations sociales. Regardez les taxes locales, la taxe d'aménagement, en France la CET. Regardez les droits de douane et les aides ou les déductions fiscales, notamment celles relatives à la recherche et au développement. Donc j'ai mis une carte des dépenses des gouvernements en fonction de leur PIB. Donc en gros, plus un pays dépense en proportion par rapport à son PIB, plus il a besoin de taxer le plus possible pour se financer. Donc ça donne une idée des taux de taxation, sachant que c'est toujours compliqué de comparer un taux avec un taux. Il faut voir les services évidemment qui sont proposés. Regardez le droit du travail. Est-ce que vous êtes libre ou pas, et comment surtout de recruter sur le marché. Regardez le droit des contrats, la facilité d'embauche et la facilité de licenciement. Regardez le droit général, celui de la propriété intellectuelle. Est-ce que vous allez pouvoir protéger par des brevets vos innovations? Regardez les normes qui sont demandées aux entreprises dans ces pays-là et s'il y a des interdictions spécifiques par rapport à l'activité. Et là, je vous mets une carte de la corruption, enfin en tout cas la perception de la corruption dans le monde, ce qui va évidemment vous ajouter un coût supplémentaire. Et regardez enfin le droit des entreprises pures, c'est-à-dire comment créer une entreprise, quels sont les risques judiciaires auxquels vous vous exposez si jamais vous êtes condamné. Est-ce que vous pouvez être condamné pénalement si jamais l'entreprise vient à avoir un manquement? Quelles sont les obligations administratives, tous les papiers à remplir, la transparence à avoir? Comment se résout l'insolvabilité? Et est-ce que la justice est efficace, impartiale, ou est-ce qu'au contraire elle ne va pas chercher à défendre plutôt les acteurs locaux, avec lesquels vous pourriez éventuellement être en confrontation judiciaire? 8e critère, l'habitat, c'est-à-dire en fait la zone d'activité et la parcelle. Donc est-ce que la zone va être moderne, bien équipée avec des réseaux? Est-ce qu'on va trouver une grande offre de mutualisation? Est-ce qu'il va y avoir des surfaces qui vont être nombreuses et grandes qui vont être disponibles? Est-ce qu'on va pouvoir s'étendre? Et est-ce qu'on va pouvoir déménager peut-être dans la même zone, sur un site plus grand? Et enfin, regardez si la parcelle que vous convoitez, si vous en êtes là, quelle est sa taille précisément, son orientation, et si elle est viabilisée. 9e catégorie de critères, les énergies fossiles. Donc là, on voit une carte des infrastructures pétrolières en France. Donc en gros, plus on est proche d'une raffinerie et moins l'essence coûte cher. Ce qui va beaucoup vous intéresser si vous restez à un niveau local, et que vous ne pouvez pas profiter des prix moins chers en baladant vos camions. Donc voilà, regardez le prix des carburants. Là, on voit le prix moyen par département. Bon, ça peut varier. C'est pas une moyenne sur plusieurs années.
Et là on voit la géothermie en France, donc qui va pouvoir éventuellement vous faire des économies. 10e groupe de critères, l'électricité. Donc critère capital, puisque sans électricité, vous ne pouvez rien faire. Donc vous allez observer l'état général de l'installation électrique du pays, de la région, de la zone locale dans laquelle vous êtes, par quoi l'électricité est produite, comment est-ce qu'elle est transportée, est-ce qu'il y a une résilience qui se manifeste en cas de catastrophe, et quel est le prix. Donc là on voit en France que les régions sont inégales en matière d'accès à l'électricité, en tout cas de production, puisqu'on voit que par exemple il y a des gros déficits en Île-de-France, en Bretagne, dans le sud-est, tout simplement parce qu'il n'y a pas de centrale. Bon, alors bon, certes c'est un peu faussé parce que parfois les centrales sont entre deux régions, donc on ne peut pas dire que ça soit tout le temps vrai, mais par exemple en Bretagne c'est vrai qu'il n'y a pas de centrale nucléaire et que le réseau breton peut être très vulnérable en cas de panne comme celui de la Corse. Là on voit les factures de chauffage moyennes par région, donc qui se corrèlent avec les températures moyennes. Là on voit le potentiel éolien en France, donc le nord-ouest et le sud-est sont privilégiés, même si on peut trouver des petits coins locaux où il y a un potentiel éolien. Donc ça, c'est à prendre en considération dans l'avenir. Si un jour les centrales nucléaires ne sont plus utilisées, comment est-ce qu'on va substituer ça ? Peut-être par de l'éolien et peut-être aussi par du solaire. Donc voici une carte des ensoleillements en France. Et là, on a une carte des barrages donc pour l'énergie hydroélectrique qui est concentrée principalement en Alsace et dans la moitié sud-sud-est. Alors dernier petit critère, regardez la proximité des lignes à haute tension. Puisque plus vous allez être loin de la source d'énergie, de la centrale, et plus la ligne va être longue, et plus il y a de risques qu'elle se casse en cas de catastrophe. Donc selon votre industrie, toutes les industries sont évidemment dépendantes à l'électricité, mais certaines encore plus que d'autres. Donc si vous voulez vraiment sécuriser votre accès à l'électricité, mettez-vous le plus près possible, pas trop non plus, mais d'une centrale, ou en tout cas d'un nœud électrique. Donc par exemple là on voit le réseau 400 kV et 225 kV qui sont les plus élevés. Voilà, si jamais vous arrivez à vous localiser à quelques kilomètres maximum de ces lignes-là, ça sécurise vraiment votre accès à l'électricité. 11e catégorie de critères, l'eau, l'accès à l'eau. Donc c'est pareil, selon votre industrie, vous allez être plus ou moins dépendant à l'eau, plus ou moins dépendant à la qualité. Donc regardez la quantité d'eau qui est nécessaire pour votre production. Est-ce que vous avez besoin de faire un refroidissement hydraulique ? Là on voit la quantité d'eau de pluie qui tombe par an. Donc ça ne veut pas dire que vous allez récupérer sur votre toit l'eau de pluie, mais en tout cas plus c'est arrosé et plus les petites rivières et plus les nappes phréatiques locales vont être arrosées. Donc c'est les zones montagneuses qui sont les plus où la pluviométrie est la plus importante, et on voit que la zone sud-est est une zone qui est au sud-ouest de Paris, sont peu arrosées. L'Alsace non plus n'est pas très arrosée, mais il y a beaucoup de petites rivières qui descendent des Vosges et il y a le Rhin. Donc ça compense un peu. Voici une carte des rivières. Donc c'est pareil. Attention aux zones industrielles qui sont vraiment trop récentes et qui sont qui n'ont pas été pensées pour être résilientes par rapport à l'accès à l'eau. Voilà, si elles sont situées en hauteur par rapport à des fleuves de manière exagérée, voilà, combien est-ce que ça va coûter le jour où la compagnie des eaux va faire payer l'élévation de l'eau jusqu'à la zone à cause des pompes de relevage qui vont devoir être utilisées. Donc voilà, de manière générale avec l'eau, privilégiez les endroits où il y a une ancienneté. Regardez aussi l'infrastructure du réseau d'eau, les canalisations, est-ce qu'elles ne vont pas devoir être changées dans les 10-20 prochaines années ? Est-ce qu'elles ne sont pas contaminées ? Est-ce qu'il n'y a pas trop de fuites
auquel cas c'est vous qui allez les payer de toute façon, enfin, c'est les clients. Là on voit les prélèvements en eau de l'industrie par département. Donc voilà, certains départements sont très utilisés pour l'euro et d'autres quasiment pas. Là on voit le prix de l'eau avec assainissement compris, collectif. Donc il y a une petite variation quand même, même si elle n'est pas énorme, ça va de 2 € du mètre cube à en gros 5 € du mètre cube. Alors il peut y avoir évidemment des variations locales très importantes, donc il ne faut pas se fier à la valeur du département, il faudra vraiment regarder au niveau local. Combien ça va vous coûter votre approvisionnement en eau? Voilà une autre carte avec d'autres sources pour les prix. Et regardez aussi la qualité de l'eau, sa pollution, sa composition. Notamment si vous êtes dans le secteur agroalimentaire, les qualités chimiques de l'eau vont être très importantes. Et regardez le traitement des eaux usées. Est-ce que vous allez devoir construire des infrastructures spéciales? Quelles sont les contraintes de rejet des eaux usées? 12e groupe de critères, la nourriture. Donc tout simplement, est-ce que le pays dans lequel vous êtes, la région dans laquelle vous êtes, sont des régions qui vont être alimentées facilement en cas de crise? Dans le cadre de l'industrie, c'est pas un critère qui est ultra important, puisque de toute façon, la nourriture peut être acheminée. Mais quand même, si jamais vous êtes dans un pays qui n'est pas autosuffisant, le jour où il y a des troubles, vous allez subir les effets collatéraux de ces troubles. Regardez la criminalité de l'endroit dans lequel vous êtes. Donc en premier lieu, les atteintes aux personnes. Pourquoi c'est important? Parce que vos salariés vont être victimes des agressions, parce qu'ils vont être intégrés dans la vie locale sociale. Donc vous n'avez pas envie que vos salariés viennent, ou plutôt viennent pas, parce qu'ils se sont fait agresser. Pareil pour vos clients. Imaginez qu'un client se déplace et fasse 3000 km pour vous rencontrer, et que quand il sort de l'aéroport, il se fait voler sa valise ou son PC portable. C'est une catastrophe pour l'image que vous dégagez. Et même si c'est pas votre faute, il va associer votre localisation et vous-même aussi en partie à cette mauvaise expérience. Donc regardez ça, regardez aussi évidemment les atteintes aux biens qui auront un impact en plus de vos clients et de vos salariés. Il y aura un impact sur vos biens matériels, simplement votre entreprise, vos technologies, votre outil informatique et vos véhicules. Je pense notamment à tous les transporteurs et les logisticiens qui sont victimes de vols de carburant très régulièrement. Donc voici une carte des cambriolages par département. Autre carte avec des sources différentes. Les taux varient, donc il faut mettre plusieurs sources. Et là, une carte qui compare la pauvreté et la délinquance, et on voit qu'il n'y a aucun rapport entre les deux. Donc regardez l'efficacité du système judiciaire et policier. Puisque si jamais le système judiciaire dans lequel vous êtes, par exemple le système français, relâche des multirécidivistes 10, 20, 30, 40, 50 fois dans la nature, et à chaque fois il recommence, ça peut avoir un impact par rapport à ce qu'on a dit précédemment, mais aussi vous pouvez être contraint un jour, ou même sans le savoir, de le recruter. Donc une société qui laisse dans la nature des gens qui sont indésirables et qui cherchent à les intégrer autre part, eh bien peut-être qu'elle va un jour vous demander de les intégrer. Ou que vous allez le faire sans vous en rendre compte. Enfin, regardez si vous pouvez sécuriser votre site. 90% des cambriolages ont lieu la nuit, et pour faire appel à une nuit de gardiennage, ça va vous coûter environ 250 € hors taxe. Donc voilà, c'est à considérer. Regardez si la clôture qu'il y a autour du site peut être facilement renforçable, au cas où on tombe dans une société qui soit à l'image de celle du Brésil, où là-haut il faut débarbeler au minimum sur votre clôture. Alors voici une carte un peu anecdotique des règlements de compte entre malfaiteurs. Donc on voit l'Isère et les Bouches-du-Rhône particulièrement touchées, et une carte des escroqueries et infractions économiques et financières, avec une grande prévalence
dans la grande région parisienne et dans le sud-est. Donc là c'est pareil, si vous allez dans une région, et ça vaut aussi principalement à l'international, où la coutume c'est d'escroquer celui qui investit, vous allez y passer, donc il faudra mettre des stratégies d'évitement en place. Autre catégorie de critères, la guerre civile. Donc on se place dans cette étude dans tous les scénarios possibles, et les conflits internes qui dégénèrent sont une possibilité, ce qui serait évidemment pour vous une catastrophe, puisque votre site serait peut-être bloqué, et en tout cas même les salariés pourraient commencer à être en conflit les uns contre les autres. Donc regardez par rapport à l'endroit où vous êtes le niveau et la profondeur des fractures économiques, politiques, ethniques et religieuses, pour que en cas de conflit vous ayez pu anticiper les choses qu'il y a à anticiper et mettre en place des stratégies d'évitement pour minimiser les risques au sein de votre entreprise. Autre catégorie de risques, les guerres militaires. Là, il n'y a pas grand-chose à faire. La seule chose que vous pouvez éviter, c'est de vous mettre à proximité d'installations qui sont susceptibles d'être bombardées ou détruites en priorité. Donc toutes les installations de production d'énergie, les installations du gouvernement et tout ce qui est base militaire et tout ce qui est industrie militaire. Autre catégorie de critères, le terrain. Donc, qu'est-ce que votre terrain peut vous réserver comme surprise ? Je pense aux inondations. Là, on voit la part des logements qui sont en zone inondable par département, que ce soit des inondations classiques ou des inondations par la mer à cause de la montée du niveau des mers. Donc là, c'est vraiment, si vous êtes dans une optique de très long terme, on voit que la zone ouest, sauf la Bretagne du Nord, sont touchées, et la zone nord par endroits. Donc attention à ça si vous voulez vraiment mettre votre entreprise dans un endroit qui soit périn. Les séismes évidemment. Alors les entreprises en particulier quand elles sont construites avec des structures en métal et des machines bien vissées au sol, il n'y a pas beaucoup de risques, mais ça pourrait quand même déstabiliser la région dans laquelle vous êtes et dans laquelle vous êtes intégré. Regardez aussi tout ce qui est mouvement de terrain possible, les éboulements qui pourraient se produire. Autre catégorie de critères, la météorologie. Donc là c'est pareil, selon votre activité c'est spécifique. Peut-être que certains aspects de la météo vont vous déranger plus que d'autres. Donc regardez l'ensoleillement, ça tout le monde le connaît. Les vents dominants, d'ouest, d'est, du sud, du nord. Là on voit une carte des vents indicative, il faudrait voir au niveau local ce que ça donne. Les tornades, enfin en tout cas les zones à tornades. Alors c'est pas du tout un critère rigolo, moi j'ai lu les témoignages de personnes qui se sont fait piéger par des tornades, c'est très destructeur et très traumatisant. Alors évidemment on peut pas prévoir la trajectoire des tornades, ça sera trop facile, mais on voit quand même qu'il y a des zones qui sont un peu plus touchées que d'autres. Notamment la partie extrême nord, un peu la partie ouest et la partie extrême sud. Voici une carte plus générale de la fréquence des catastrophes naturelles par commune. Voici une carte des orages, si tant est que ça puisse vous influencer. Le nombre de jours de pluie avec de la pluie supérieure à 1 mm. Donc la zone pareil sud-est qui est la plus sèche. Le nombre de jours de neige qui peut fortement vous impacter au niveau des transports. Et le changement climatique qui va probablement arriver avec une augmentation de la température moyenne et une augmentation de la sécheresse. Donc essayez de penser à tous ces phénomènes météo qui parfois arrivent qu'une fois tous les 20 ans, mais quand ça arrive et quand ça vous tombe dessus, ça fait très mal. Notamment pensez selon votre industrie au réchauffement climatique. Si vous êtes dans le sud et que vous devez allumer la clim tout le temps, que ce soit dans les bureaux ou que ce soit en production, la facture va finir par vous coûter très cher. 18e catégorie de critères, les installations à risque. Alors on va observer tout ce qui est potentiellement explosif, qui pourrait vous souffler, tout ce qui pourrait vous tomber dessus, vous contaminer, vous brûler, ou même les accidents de transport, les déraillements de train, tout ce que l'homme a construit et qui pourrait vous endommager. Donc là on voit les centrales nucléaires en France, qui est le principal risque, mis avec une carte des
sismicité. Là, on voit les zones de contamination des centrales nucléaires en France, sachant que ça dépend du vent sur le moment dans quel sens il souffle. Mais voilà, une zone indicative. Là, on voit les zones en rouge, c'était Fukushima, et la zone en jaune, c'était Tchernobyl. Bon, sachant que ça a quand même dépassé plus que ça, mais voilà, c'est les zones à plus forte concentration et les zones interdites. Donc on voit que les seules zones qui sont préservées de ce risque-là à peu près, c'est la Bretagne et l'extrême sud. Il y a Fessenheim qui a fermé, mais il y a quand même les centrales qui sont situées en Suisse. Là on voit donc les centrales voisines, donc celles en Allemagne ont fermé. Là on voit la part des communes soumises à un aléa ou à un risque naturel ou technologique. Donc plus c'est foncé, plus il y a de risque. Et notamment on voit tous les départements évidemment industrialisés et le Rhône-Alpes qui est assez touché, le Nord, la région parisienne. Et là on a une carte de tous les sites Seveso. 19e groupe de critères, la pollution. Alors selon votre activité, ça va vous influencer plus ou moins. Évidemment, l'agroalimentaire est le plus impacté. Donc la qualité de l'air via un classement qui pourra être affiné selon les zones locales, notamment toutes les zones de cuvettes, de vallées, qui sont plus polluées par certaines périodes. Voici la pollution de l'eau. Alors je vais mettre plusieurs cartes parce que les zones sont différentes à chaque fois. Donc je vais les faire défiler au fur et à mesure. L'eau évidemment très importante si vous voulez l'utiliser et l'incorporer dans vos produits. Si jamais un jour une association découvre que dans vos boissons ou n'importe quoi il y a de l'eau contaminée, ça va vous faire très mal au niveau vente et vous n'allez pas pouvoir déplacer votre usine comme ça et vous n'allez pas pouvoir forcément contrecarrer l'origine du problème puisque ça peut être situé à plusieurs kilomètres en amont. Voici une carte des sites pollués. Donc là c'est pareil, c'est plutôt au niveau micro qu'il faudra regarder. Certains départements, notamment les plus industriels, étant les plus touchés. Et regarder aussi la pollution électromagnétique, si ça peut vous être préjudiciable. La pollution sonore, pollution olfactive et la radioactivité. Là on a le radon par département. Et enfin, dernier critère qui va vous concerner que dans certains cas précis, les dangers qui peuvent venir du monde vivant. Donc tout ce qui est bactéries, insectes, animaux. Donc notamment là j'ai mis une carte des chantiers qui sont atteints de champignons lignivores, donc principalement au nord-ouest, et une carte avec les termites, principalement à l'extrême sud et au quart sud-ouest. Voilà, et bien j'en ai fini avec cette longue présentation, mais il y a beaucoup de critères à considérer pour faire le bon choix. Et je peux vous assurer que toutes les heures et tous les groupes de travail que vous allez faire pour réfléchir le mieux possible à votre localisation, vous ne les regretterez pas, notamment le jour où il y aura un problème que vous auriez pu éviter en faisant simplement une recherche. Donc c'est vrai que quand on a un projet d'agrandissement de nouveaux sites, on est un peu dans l'euphorie que ça se fasse rapidement, mais il y a quand même un temps à prendre pour évaluer les risques et faire en sorte que le projet se passe bien et vive le plus longtemps possible. Donc je vous remercie de m'avoir écouté si vous êtes arrivé jusque-là. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires YouTube. Et si vous souhaitez en savoir plus sur un sujet particulier, si vous souhaitez avoir une aide pour un projet que vous avez, vous pouvez me contacter. Ce que je propose, c'est de faire des études de risque, notamment géographiques, par rapport à un nouveau site que vous avez. La conduite d'interviews et de réunions pour collecter les informations et les différentes contraintes au niveau des services que vous avez, pour en fait faire une sorte de dossier, de cahier des charges de la localisation du nouveau site que vous avez. Je peux aussi émettre des recommandations de localisation en fonction de vos contraintes et de facteurs que vous pensez plus importants que d'autres. Le tout évidemment dans la confidentialité et en toute indépendance. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura été utile, que vous avez pu y apprendre quelque chose. Et si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez me contacter, envoyez-moi un mail à gbservice tout attaché
avec un S à service, @protonmail.com. Et la retranscription de la première partie de la présentation et des principaux critères est disponible sur le blog gbservice.over-blog.com. Merci de m'avoir écouté, bonne chance et bonne réussite dans vos projets.